here's Canadian legend Buffy Sainte-Marie. C'est vrai qu'elle est moins connue au Canada francophone, mais Buffy Sainte-Marie, c'est une icône de la culture canadienne et plus précisément un grand symbole de réussite pour quelqu'un qui s'est toujours présenté comme une autochtone. Mais est-ce vraiment son histoire? Je ne comprends pas comment, face à tous ces détails, vous pouvez continuer de raconter une histoire qui n'est pas la réalité. Je ne comprends pas. Les origines autochtones de Buffy Sainte-Marie ont été remises en question par une enquête choc de CBC. Nos collègues ont même recueilli les témoignages de membres de sa famille. Je me souviens de ces histoires quand je grandissais. N'en parlez pas, on ne veut pas de problème. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. L'an passé, le Centre national des arts à Ottawa a organisé un concert en hommage à la vie et l'œuvre de Buffy Sainte-Marie. En 60 ans de carrière, elle accumule un nombre impressionnant de récompenses réservées aux artistes autochtones. Merci. Thank you very, very much. Aujourd'hui encore, elle continue d'être célébrée comme la voix des peuples autochtones, tout en affirmant en faire partie. Elle commence sa carrière dans les cafés de Greenwich Village à New York dans les années 60. Elle côtoie Peter Seeger, Johnny Cash et dit être amie avec Leonard Cohen. And the voice is that of America's newest and most provocative folk singer, Buffy Sainte-Marie. Buffy a son propre style. I got a gal at the head of the creek and I'm going up to see her about 2 times a week. Elle connaît rapidement la célébrité. En 1964, elle est élue meilleure nouvelle artiste de l'année par le magazine Billboard. Sa carrière prend son envol à une époque charnière. C'est l'émergence de la scène hippie et du mouvement d'affirmation autochtone en Amérique. Buffy est au carrefour des deux courants. C'est alors que grandit la prise de conscience sur la situation autochtone grâce au Red Power et au Black Power. Ces gens réduits au silence si longtemps faisaient soudain la une des journaux. Kim Tallbear est professeure en études autochtones et titulaire de la chaire de recherche du Canada à l'Université de l'Alberta. Elle est membre de la nation Sisseton-Wahpeton-Oyate. Elle incarne en quelque sorte l'image de la chanteuse amérindienne et de la chanteuse folk. Je suis sûre que cette image a propulsé sa carrière et sa visibilité à une époque où s'éveillait la conscience nationale au sort des Autochtones. Le succès de Buffy éclipse d'autres chanteurs. Dans cet article paru dans les années 60, on apprend que les chanteurs folk gagnent 50 $ pour 3 heures de spectacle, tandis que Sainte-Marie, décrite comme une chanteuse folk cri, touche 2000 $ par représentation. Elle est l'invitée phare de plusieurs grandes émissions de CBC et en anime même quelques-unes. Welcome to the Great Canadian Heritage Quiz. So gather up the family and let's get ready to play. Elle est compagnon de l'Ordre du Canada, la plus haute distinction civile. Et elle a même, depuis peu, un timbre à son effigie. Buffy Sainte-Marie profite de sa notoriété pour attirer l'attention sur le sort des peuples autochtones. Au début des années 70, elle contribue au financement de l'occupation d'Alcatraz, l'île de la célèbre prison. Les Autochtones revendiquent sa restitution. The Indians are in the worst state of poverty of any minority group in North America, not because we're stupid, not because we're poor slobs. It's because we've been mistreated.
Mais c'est dans l'émission Sesame Street qu'elle joue un des rôles les plus connus. Elle y présente pour la première fois la culture autochtone à des millions de petits téléspectateurs. This is Cree Indian. Cree Indians are my tribe. And we live in Canada. En 1971, elle publie The Buffy Sainte-Marie Songbook qu'elle écrit et illustre. On y lit « Quand je rentrais chez moi dans la réserve Cree au Canada où je suis née, j'enseignais chaque jour quelques heures la langue Cree. » Depuis des années, elle affirme être Cree, être née dans la communauté de la Première Nation de Piapat en Saskatchewan, puis avoir été adoptée par Albert et Winifred Santamaria, avec qui elle aurait grandi au Massachusetts. Elle prétend qu'au début de la vingtaine, elle retrouve les membres de sa famille Piapat. I'm just coming down from visiting my folks in Cree Reservation in Canada. Oh, yeah? Lord knows. Oh, a reservation. Are you Indian? Mm-hmm. Yeah. Oh, really? Cette histoire est l'élément central de l'identité qu'elle s'est construite. My sister read me a story about Indians. Was it a real story about Indians or was it a fairy tale? It was a real one. It was a real one. Because some of them are fairy tales and some of them are real. Some are just pretend and some are real. Yeah. I'm real. L'an passé, la chaîne PBS diffuse un documentaire sur l'histoire de sa vie qui attire l'attention de la journaliste indépendante Jacqueline Keeler. Elle est membre des nations Navajo et Sioux Yankton. J'en parlais beaucoup sur les réseaux sociaux. Je disais de le regarder. Je me suis installée avec mon fils, qui veut devenir musicien, une star du rock, et on l'a regardé ensemble. Keeler dénonce les faux autochtones, ceux qui prétendent être des autochtones dans le but d'en retirer un avantage. I'm an adopted child, and I was born in Canada and grew up in Massachusetts. En regardant le documentaire, Keeler commence à se poser des questions. Je me suis dit, attends, ça ressemble aux histoires que les faux autochtones racontent. Je trouvais que ça ne tenait pas debout, que ça sonnait faux. Cette intuition la motive à faire des recherches plus poussées. Au retour, une journaliste autochtone a des soupçons sur Buffy Sainte-Marie. J'attendais le moment où elle parle de ses recherches, nous dit avoir trouvé des documents officiels, mais elle ne dit jamais avoir retrouvé sa famille. On répète les mêmes histoires. Les documents ont été perdus. En fait, les documents des Autochtones étaient très bien gérés. Au cours de sa longue carrière, Buffy Sainte-Marie a donné beaucoup d'entrevues où elle parle avec fierté de ses origines autochtones. Mais les différentes versions qu'elle a données de ses origines ont chatouillé les oreilles de certains spécialistes qui démasquent ceux qui se prétendent faussement autochtones. Buffy Sainte-Marie grandit dans cette ville de classe moyenne chrétienne et majoritairement blanche en banlieue de Boston. Elle est élevée par Albert et Winifred Santamaria. Dans cette petite maison. C'est Buffy que l'on voit ici. Heidi Sainte-Marie est la nièce de Buffy. Elle fournit à nos collègues des films de famille inédits. Elle dit que c'est bien Buffy qu'on voit ici avec sa petite sœur Elaine et son frère aîné Alan. Alan est le père de Heidi. A happy childhood. Selon Heidi, Buffy fait partie de cette famille américaine d'origine italienne et anglaise. Buffy n'a pas été adoptée. Elle était l'enfant de mon grand-père et de ma grand-mère. Je ne sais pas comment ni quand elle a commencé à inventer toute cette histoire. Mais elle a grandi dans une famille de Blancs.
Les souvenirs me reviennent. Je nous revois, mon frère et moi, jouant là-bas, et mes parents, mes tantes et mes oncles étaient rassemblés autour de l'escalier à l'arrière. Mais ça a tellement changé. Bruce Santamaria a 20 ans de moins que sa cousine Buffy. Il dit ne l'avoir rencontrée qu'une fois ici, dans la maison de leurs grands-parents, à Wakefield, au Massachusetts. C'était dans les années 70. Il n'est qu'un enfant, tandis que Buffy est déjà une vedette. C'était probablement la toute première fois que l'on rencontrait quelqu'un d'un peu célèbre, alors oui, c'était chouette. Au début de la carrière de Buffy, selon Bruce, sa famille se réjouit de son succès. Ils découpaient tous les articles de journaux pour les garder. Ils étaient fiers d'elle, mais qui ne l'auraient pas été. Ils l'aimaient et voulaient faire partie de sa vie. Mais selon Heidi et Bruce, de nombreux membres de la famille sont ahuris quand Buffy commence à se présenter publiquement comme une autochtone. Buffy was born in Saskatchewan of Cree parents, but she went to Massachusetts as a young child. En 1964, son oncle Arthur se rend au journal local pour rétablir les faits. Il déclare au Wakefield Daily Item qu'elle n'a pas de sang indien, pas plus qu'elle n'a d'héritage cri. Rien. On nous a clairement dit qu'elle était la fille de mon oncle Albert, alors qu'elle disait qu'elle ne l'était pas. Elle disait avoir été adoptée en tant qu'Amérindienne. Récemment, de nombreux cas de fausses déclarations d'origine autochtone ont été révélés des deux côtés de la frontière. Des gens bien en vue dont les histoires se sont avérées fausses à la suite de recherches approfondies. Dans le milieu des arts, il y a eu le cas du célèbre écrivain Joseph Boyden. Dans le monde universitaire, CBC a révélé le cas de deux professeurs réputés qui prétendaient sans preuve être autochtones. L'ancienne juge Mary-Hélène Turpel-Lafont et Carrie Bourassa, de l'Université de la Saskatchewan. Je ne serais pas surprise que 20 à 25 des personnes qui se disent amérindiennes ne le soient pas. C'est la pointe de l'iceberg. L'avocate métisse Jean Teillet, descendante de Louis Riel, a produit un rapport pour l'Université de la Saskatchewan, dans lequel elle décrit les préjudices causés par l'usurpation d'identité autochtone. C'est intentionnel, c'est une tromperie, c'est un mensonge. Ils privent une personne réellement autochtone d'une opportunité. Ils en tirent un privilège et pour certains d'entre eux, il est considérable. Que ce soit le prestige, l'argent, des subventions, des prix ou un travail qu'ils n'auraient jamais obtenu autrement. Depuis des années, le travail de Jacqueline Keeler, qui démasque des faux autochtones, est controversé. Certains l'accusent de détruire des réputations par des allégations imprudentes, ce dont elle se défend. Pour ces gens qui font l'objet de soupçons, c'est une occasion de se confronter à leurs accusateurs. Et nous pourrons vérifier s'ils disent la vérité. L'année dernière, c'est en regardant le documentaire diffusé sur PBS qu'elle commence à avoir des doutes sur les origines de Buffy Sainte-Marie. J'attendais le moment où elle parle de ses recherches, nous dit avoir trouvé des documents officiels, mais elle ne dit jamais avoir retrouvé sa famille. Et ce manque de précision s'explique. Selon les deux biographies autorisées sur sa vie, elle n'a soit pas d'acte de naissance ou il n'existe pas d'acte de naissance officiel de Buffy Sainte-Marie. Les deux biographies avancent que la tenue des registres était médiocre à l'époque et que les documents ont pu être détruits. Mais le gouvernement de la Saskatchewan affirme plutôt ne pas être au courant de dossiers détruits par un incendie ou une inondation ou manquant pour toute autre raison. Selon Kim Talbert, c'est très commun dans la légende des usurpateurs d'identité autochtone. On répète les mêmes histoires. Les documents ont été perdus. En fait, les documents des Autochtones étaient très bien gérés. Nous devions être à jour pour être gérés par les colonisateurs et le Bureau des Affaires indiennes, que ce soit pour l'attribution des terres, l'administration des pensionnats. Ils ont voulu nous contrôler, nous placer dans des institutions et nous assimiler.
C'est après avoir regardé le documentaire de PBS sur la vie de Buffy Sainte-Marie que Jacqueline Keeler commence ses recherches. La première chose que j'ai trouvée, c'est son nom dans le registre des naissances du Massachusetts. J'étais sous le choc parce que cela confirmait qu'elle était née au Massachusetts et non en Saskatchewan. J'en ai parlé à un autre chercheur. J'ai eu un tel choc quand Jackie m'a dit que Buffy n'est peut-être pas ce qu'elle prétend être. Je me suis dit, « Oh mon Dieu, j'ai 3 de ses CD, j'écoute sa musique, j'adore ce qu'elle fait. » Doug Buchholz fait des recherches sur des personnes qui se prétendent autochtones dans son appartement au New Hampshire. Il a été adopté lorsqu'il était tout jeune et croyait à tort être autochtone. Il sait donc ce qu'il faut chercher et où le trouver. Elle m'a envoyé le fichier JPEG de l'acte de naissance de Stoneham, au Massachusetts, et m'a dit, « C'est la preuve qu'elle a été adoptée ou pas adoptée? » Je lui ai dit, « Tu ne peux pas le valider. Il faut voir le dossier papier. » Je les ai appelés pour leur dire, « Je peux voir cet acte de naissance? Avez-vous le document? » « Oui? »« D'accord. Comment puis-je l'avoir? » « Envoyez 22 $, on peut le faire en ligne. » C'est ce que j'ai fait. C'est à l'hôtel de ville de Stoneham, au Massachusetts, qu'il découvre le document qui n'existe pas, selon ce que dit Buffy Sainte-Marie depuis des décennies. Son acte de naissance. Buffy Sainte-Marie a toujours dit qu'elle n'avait pas d'acte de naissance, mais après la pause, nos collègues vont le retrouver. Je peux affirmer avec une certitude absolue que c'est l'acte de naissance original. Vous vous doutez bien que ça a pris bien plus que des soupçons et quelques incohérences pour que nos collègues de CBC remettent en question l'identité autochtone d'une icône de la culture canadienne, Buffy Sainte-Marie. C'est au Massachusetts qu'ils ont trouvé plusieurs documents officiels qui contredisent complètement ce qu'elle dit de son enfance. Nos collègues de CBC se rendent à Stoneham, au Massachusetts. C'est à une vingtaine de kilomètres au nord de Boston. Ils veulent savoir si c'est vraiment là qu'est née Buffy Sainte-Marie. Premier arrêt, l'hôtel de ville, pour rencontrer la responsable des actes de naissance. Maria Sagarino, la greffière municipale, veille sur tous les registres d'état civil dans cette voûte. So what is this? So this is the book from 1941 that contains Beverly Santa Maria's birth certificate. Pour chaque enfant né à Stoneham, un acte de naissance est rédigé et conservé par ordre chronologique dans ses classeurs. Yeah, so am I understanding this right? Her name is Buffy St. Marie now? Yeah, right. And she's a folk singer? Yeah. And she says she was born in Canada and that these people adopted her? Right. Okay. Yeah. Yeah, not true. Yeah. Buffy Sainte-Marie affirme ne pas avoir d'acte de naissance et être née dans la réserve de la Première Nation de Piapat, en Saskatchewan. Elle dit avoir été adoptée par Albert et Winifred Santa Maria et avoir grandi au Massachusetts. Selon Maria Sagarino, ce document contredit cette version. Je peux affirmer avec une certitude absolue que c'est l'acte de naissance original. Beverly Jean Santa Maria est née à Stoneham, dans le Massachusetts, au sanatorium et hôpital de Nouvelle-Angleterre le 20 février 1941. Elle n'est pas née au Canada. Quiconque dit le contraire est mal informé. En voici la preuve. Elle est de sexe féminin, blanche, parce qu'à l'époque, il spécifiait la couleur de l'enfant. Son père est Albert Santa Maria. Il est aussi blanc. Sa mère est Winifred Irene Santa Maria. Elle est également blanche. Ils ont aussi écrit
autrement connu sous le nom de... Parce que je suppose que le nom de famille était Santa Maria, mais qu'il se faisait appeler Sainte-Marie. Et le médecin atteste avoir assisté à la naissance. C'est le même médecin qui met au monde la petite sœur de Buffy 7 ans plus tard. Il n'y a aucune contestation possible. J'ai le document en ma possession dans les archives dans la chambre forte. En réponse à la demande d'entrevue de CBC, l'avocat de Buffy Sainte-Marie explique que les recherches démontrent que pour les enfants adoptés par des parents au Massachusetts, de nouveaux certificats de naissance étaient souvent émis avec le nom de leurs parents adoptifs. Selon Mme Sagarino, ce n'est pas ce qui s'est passé dans ce cas-ci. S'ils l'avaient adopté, ce document n'existerait pas. La greffière explique que chaque certificat est enregistré, qu'un numéro lui est attribué et qu'il est classé par ordre chronologique. Ce qui signifie que Buffy ne pourrait pas être le bébé numéro 49, comme l'indique cet acte de naissance, si elle était née au Canada. Celui-ci est le numéro 48, juste avant Beverly. Et si vous regardez tous les autres documents dans ce registre, vous verriez la même chose. Ce ne sont que des originaux. Les journalistes de CBC découvrent d'autres documents qui confirment cette version. En 1945, Albert et Winifred souscrivent à une assurance-vie pour Buffy. La police atteste qu'elle est née à Stoneham. Le recensement américain de 1950 indique que Buffy, 9 ans, est une fille de couleur blanche, née Sainte-Marie, au Massachusetts. 6 ans plus tard, dans sa déclaration pour l'armée américaine, Alan, le frère aîné de Buffy, déclare que sa sœur est née à Stoneham, au Massachusetts, en 1941. Enfin, le certificat de mariage de Buffy de 1982, qu'elle a elle-même signé, indique ceci. Née le 20 février 1941, fille d'Albert et Winifred Santamaria, au Massachusetts. Et pourtant, dans une entrevue accordée en 2018 à la Radio Publique nationale américaine, Buffy affirme ne pas connaître sa date de naissance. Do you know your birthday? No, I don't. Je ne comprends pas comment, face à tout ça, à tous ces détails, vous pouvez continuer de raconter une histoire qui n'est pas la réalité. Je ne comprends pas. Je ne sais pas où se trouve la limite entre la tromperie délibérée, la tromperie consciente et le délire. Au cours de cette enquête, nos collègues ont lu des centaines d'articles et visionné des heures d'entrevues et d'extraits de films. Force est de constater que l'histoire change et que les incohérences sont nombreuses. Une des premières choses qui m'a interpellée ou qui a attiré mon attention, ce sont les changements de version. Dans son rapport sur l'usurpation de l'identité autochtone, Jean Teillet précise que lorsque les histoires changent au fil du temps, c'est un drapeau rouge. Selon moi, un drapeau rouge ne veut pas dire que cette personne est définitivement un imposteur, mais qu'il faut poser plus de questions. Elle cite en exemple l'histoire du célèbre auteur canadien Joseph Boyden, considéré pendant des années comme l'un des plus grands écrivains autochtones du pays, jusqu'à ce que ses origines autochtones soient remises en question. Il y avait des indices. Par exemple, Joseph Boyden s'est identifié à plusieurs nations autochtones différentes pendant plus de 10 ans, sur plus d'une décennie. Quand on remarque ça, au fil du temps, on doit lever un drapeau rouge. Dans leurs recherches, nos collègues de CBC ne trouvent aucun document dans lesquels Buffy, durant l'adolescence, fait référence à ses origines autochtones. Son album secondaire et les articles de presse sur elle n'en parlent pas. C'est dans cet article de 1961 où l'on retrouve la première référence. Elle est décrite comme une Amérindienne de 20 ans. Au fil du temps, les descriptions sont plus précises. En mars 1963, le Fort Lauderdale News écrit que Buffy est une Algonquine de souche. Plus tard, cette même année, le New York Times la décrit à son tour comme une jeune femme algonquine. Quelques mois plus tard, le Free Press de Détroit affirme qu'elle est née Mi'kmaq dans le Maine. Le mois suivant, Buffy Sainte-Marie déclare au journal local de Wakefield être à moitié Mi'kmaq de naissance. À la fin de l'année, le Vancouver Sun la présente comme une chanteuse folk, cri.
En moins d'une année, on lui a attribué des origines algonquines, Mi'kmaq et Cris. Ces peuples sont tellement éloignés les uns des autres que c'en est un peu ridicule. On retrouve les Algonquins en Ontario, un peu au Québec. Vous pourriez être Cris dans le nord de l'Ontario, dans le nord du Québec ou dans les prairies. Mais les Mi'kmaq sont sur la côte est. Il est difficile de croire qu'on puisse confondre le fait d'être Cris et celui d'être Mi'kmaq. Le Powwow sur l'île Manitoulin est un événement annuel créé au début des années 60. Il rassemble différentes nations autochtones d'Amérique du Nord. C'est lors de ce powwow que la vie de Buffy bascule. Elle y rencontre Émile Piapot, le fils du célèbre chef cri de la Première Nation Piapot de la Saskatchewan. Nos collègues ont trouvé des images des premiers moments de leur rencontre. Dans sa biographie la plus récente, Buffy affirme que c'est à cette époque qu'on lui dit qu'Émile Piapot et sa femme pourraient être ses parents cris de la Saskatchewan qu'elle n'a jamais connus. Buffy et les Piapot créent rapidement un lien fort. Elle en parle dans le documentaire diffusé sur la chaîne PBS l'année dernière. They were super traditional. And actually, Emil Piapot told me that he had talked to his wife, Clara, who we always call Kokum, which means grandmother. He told me that they had lost 2 daughters and that they wanted me to be their daughter. Peu après, les Piapot l'adoptent. Au fil des années, Buffy déclare qu'elle pourrait être ou pas liée par le sang à la famille Piapot. Ce n'est qu'une des versions contradictoires qui ont été données. Dans sa biographie de 2012, on apprend que la mère biologique de Buffy, une femme Cris, est décédée subitement en lui donnant naissance. Dans un article du Citizen d'Ottawa datant des années 60, Buffy affirme que sa mère l'a donnée en adoption. Elle déclare aux journalistes « Ma vraie mère n'était pas en mesure de me garder, mais j'ai toujours su qui elle était. » Plus récemment, Buffy déclare qu'elle a été enlevée à sa mère par le gouvernement canadien. You were adopted. Tell us what happened. In Canada, we had something that's sometimes a little bit later referred to as the Big Scoop, where Native children were removed from the home. They're assigned a birthday. They're assigned kind of a biography. So in many cases, adoptive people don't really know what the true story is. Il faut rappeler que la rafle des années 60 a commencé en 1951. Or, Buffy est née en 1941. Ces histoires, toutes ces histoires ne sont pas compatibles. Elles ne peuvent pas coexister. Je connaissais mes parents, je n'ai jamais connu mes parents. Ce sont des propos qui ne sont pas compatibles. Plus tard dans sa carrière, Buffy Sainte-Marie change sa version. Concernant l'histoire de sa naissance, elle affirme dorénavant ne rien savoir avec certitude. What was that like to go back to that place that you hadn't been there since you were born? Well, I didn't even know if I came from there. That's the point. I mean, we don't know if we're blood relatives or not. Yeah. Yeah, so I just don't know. But they became my new family. They became my new family. Whether they were my first family, I just don't know. But it's never mattered to any of us. Dans une lettre, des membres de la famille Piapot ont rétorqué que l'adoption de Buffy, son appartenance à la famille, les pratiques spirituelles et l'histoire racontée par les grands-parents convergent pour réfuter les prétentions à l'effet que notre tante Buffy n'est pas autochtone. Mais Jean Théiet n'est pas de cet avis. Cela ne fait pas de vous une autochtone du jour au lendemain. Vous devenez membre de cette famille et c'est tout aussi sérieux que touchant d'être accueilli dans une famille et d'avoir d'importantes responsabilités familiales à vie par la suite. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être autochtone ou non. Quand vous dites à vos parents « je ne suis pas votre enfant », alors qu'ils vous ont élevé et que vous racontez une histoire inventée de toutes pièces, ça revient à dire à votre propre famille que leur réalité n'existe pas.
Pour la famille, c'est toujours un mélange de choc et de stupeur. Pourquoi fait-elle cela? Nos collègues n'ont trouvé aucune trace d'une déclaration publique d'Albert et Winifred Santamaria à ce sujet. Ils ont aussi parlé à la sœur cadette de Buffy, la seule de la fratrie encore en vie. Elle confirme que jamais ses parents n'ont parlé d'une supposée adoption. Elle ajoute que la première fois qu'on en entend parler dans la famille, Buffy était déjà dans la vingtaine. Bruce Sainte-Marie dit qu'au début de sa carrière, c'était un sujet tabou. Contester ses affirmations sur ses origines pouvait être risqué. Je me souviens de ces histoires quand je grandissais. N'en parlez pas, on ne veut pas de problème. Laissez-la tranquille, laissez-la faire ce qu'elle veut. On ne veut pas perdre notre maison. On ne veut pas que des avocats nous poursuivent pour diffamation. Elle a semé cette peur au sein de notre famille. Selon Bruce, cette peur est encore présente aujourd'hui. Sa mère, qui est l'une des rares personnes encore en vie de cette génération, lui a conseillé de ne pas accorder d'entrevue. Mais il est tout de même venu parce que pour lui, la vérité doit être révélée. Au retour, Buffy Sainte-Marie se dit autochtone, alors imaginez les tensions avec les membres de sa famille qui disent que ce n'est simplement pas vrai. J'aimais beaucoup mon anonymat. Mais par la suite, j'ai senti que je leur devais, à mon père, à mon grand-père, mais aussi à mon arrière-grand-père, de rétablir la vérité. Il y a les incohérences dans les versions que Buffy Sainte-Marie donne de son passé et les documents officiels qui la contredisent, mais plus que ça, des membres de sa propre famille disent qu'elle s'est inventé un passé. What is Disco Powwow? Buffy Sainte-Marie. Buffy Sainte-Marie, you're right. Après des années en tant qu'artiste folk, Buffy Sainte-Marie cherche à se réinventer. Sa carrière piétine. En 1974, son contrat avec sa maison de disques arrive à terme. Selon elle, sa musique est censurée par le gouvernement américain. Et puis, c'est la Renaissance. I went from being dead in the water and blacklisted in the U.S. to reaching 72 countries of the world 3 times a day. How about that? It's like Sesame Street taught me. They said there's always a new crop of 5-year-olds. So you can't get tired of delivering your message. Mais en coulisses, c'est la tourmente. Selon Heidi Sainte-Marie, la nièce de Buffy, tout commence par une rencontre fortuite en 1975. C'était avant sa première apparition à Sesame Street. Heidi raconte que son père, Alan, le frère de Buffy, était rentré depuis peu aux États-Unis. Il avait passé de nombreuses années dans l'armée de l'air américaine. Il avait 5 ans de plus que Buffy. Et pendant son service militaire, frères et sœurs étaient restés en contact en s'écrivant des lettres. À cette époque, mon père était pilote d'avion commercial. Ce jour-là, mon père était à l'avant alors que les passagers sortaient de l'avion. À sa grande surprise, Buffy était à bord et elle l'a vu et ils se sont salués. Buffy voyageait avec d'autres personnes. Elle a présenté un homme à mon père. Elle lui a dit « C'est mon frère Alan ». Heidi raconte que plus tard, son père reçoit un appel plutôt inattendu. Un homme lui a dit qu'il était producteur pour la chaîne PBS, qu'ils s'étaient rencontrés dans l'avion, que Buffy l'avait présenté comme étant son frère. Et il lui a dit « Vous n'avez pas l'air autochtone ». Mon père lui a répondu « Non, nous sommes blancs. Mais Buffy est votre sœur? Oui, on a la même mère, le même père, les mêmes parents. » Au début des années 70, il écrit à des journaux et à des éditeurs pour établir les faits.
Par exemple, dans une lettre de 1975 adressée au Montana Newspaper, il écrit que Buffy n'est pas amérindienne, qu'elle est sa sœur, qu'elle est blanche et qu'elle est née des deux mêmes parents blancs et que ses origines autochtones ne sont que pure invention. Dans une lettre adressée au Denver Post, il se dit préoccupé par le fait qu'elle prenne la place de personnes autochtones, affirmant que l'associer aux Indiens et l'accepter comme leur porte-parole est une erreur. Aucun des deux journaux ne semble avoir publié ces lettres. Dans un courrier adressé à sa famille, Allen écrit que, selon lui, dire la vérité sur les origines de Buffy ne nuirait pas à sa popularité. Après avoir dit au producteur de la chaîne PBS que Buffy n'était pas autochtone, il reçoit une enveloppe par la poste. Heidi a 10 ans à cette époque. Quand vous habitez une petite maison et qu'un tel événement se produit, c'est impossible de ne pas le ressentir, littéralement. C'est une lettre d'un cabinet d'avocats réputé de Los Angeles. Le 7 novembre 1975. Cher Monsieur Sainte-Marie, ce cabinet représente Buffy Sainte-Marie. L'avocat a déjà représenté les Beach Boys et les Rolling Stones. Nous avons été informés que vous avez, sans provocation, dénigré, voire diffamé Buffy et que vous avez intentionnellement nui à sa carrière. Si vous tentez à nouveau de vous immiscer dans sa vie, Buffy a précisé qu'elle était prête à utiliser tous les recours juridiques. L'enveloppe contient un autre document. Une lettre manuscrite de Buffy Sainte-Marie dans laquelle elle écrit à Allen que s'il tente à nouveau de lui faire du mal par le biais d'une émission pour enfants, elle révélerait qu'il est un prédateur sexuel. Allen, tu te souviens sans aucun doute de tes abus sexuels répétés que tu m'as fait subir tout au long de mon enfance. D'après mes souvenirs et mes journaux intimes, tu n'es qu'un pédophile et un sadique. Si tu essaies encore de me faire du mal, j'expliquerai l'origine de ta maladie à tes employeurs et à ta femme. Et je te dénoncerai à la police. D'après les recherches de CBC, ce n'est que plus tard dans la carrière de Buffy qu'elle commence à dire publiquement qu'elle a été agressée. You know, people didn't talk about child molesting or sexual abuse of children. Were you molested as a child? Yes. Could you tell anybody about it? People didn't understand. They didn't really know what I was talking about. It didn't occur to my mother that that's what I was talking about. Et dans sa biographie de 2018, bien des années après la mort d'Allen, Buffy déclare que c'était lui son agresseur. Dans le documentaire diffusé en 2022 sur la chaîne PBS, Buffy donne une version plus détaillée. And I also grew up with a brother who was an absolute horror. He was a sexual abuser, a brute. He even used to torture my toys. Tout juste un mois après avoir reçu la lettre de Buffy Sainte-Marie, son frère Allen écrit à leur père. « J'ai été très choquée quand elle m'a accusée de l'avoir agressée quand elle était enfant. Dans cette lettre, elle m'a convaincue qu'elle n'avait plus aucune morale et que c'est pire que ce que nous imaginions. » Il n'est pas rare que des survivants d'abus sexuels attendent avant de raconter leur histoire. Et on ne peut pas savoir avec certitude quelle version de l'enfance de Buffy est exacte. Mais Heidi ne croit pas qu'elle dit la vérité sur son père. Mon père comprend alors que les gens de PBS étaient retournés voir Buffy, qui était allé voir son très riche et réputé avocat de Beverly Hills. Et mon père réalise qu'il est maintenant dans le pétrin. Si tu dis que je suis blanche, je dirai à tout le monde que tu es un pédophile. Selon Heidi, le stratagème semble avoir eu l'effet escompté. Dans cette même lettre adressée à son père, Allen dit avoir décidé de faire marche arrière parce qu'il n'a pas les moyens de la confronter devant les tribunaux.
Mais il est persuadé que la vérité sur sa sœur finira par éclater un jour ou l'autre. J'aimais beaucoup mon anonymat. Mais par la suite, j'ai senti que je leur devais, à mon père, à mon grand-père, mais aussi à mon arrière-grand-père, de rétablir la vérité. Un mois après avoir envoyé la lettre à son frère, Buffy Sainte-Marie fait ses débuts dans Sesame Street. Buffy Sainte-Marie a mené une carrière de plus de 60 ans jusqu'à ce que cet été, elle annonce qu'elle ne se produira plus sur scène. Vous allez entendre, j'ai perdu un héros. Selon Kim Talbert, les révélations sur cette histoire seront douloureuses. C'est peut-être l'affaire la plus importante que nous ayons eue parce que Buffy compte énormément pour les Autochtones. Mais elle est aussi très connue auprès du public non autochtone, des deux côtés de la frontière. J'espère que ça aidera les gens à se rendre compte de la gravité et de l'ampleur de ce problème. Les organisations, les institutions et les gouvernements doivent s'atteler à la tâche et régler ce problème. Si on ne fait rien, je ne sais pas où ça nous mènera. Buffy est une bonne musicienne, elle écrit des belles chansons, elle a fait des choses extraordinaires. Pourquoi se faire passer pour une autochtone? Je dirais que ce n'était pas nécessaire. Elle a choisi de faire. Peu avant la diffusion de ce reportage, Buffy Sainte-Marie s'est dite choquée que CBC remette en question ses origines autochtones. Plus récemment, elle a déclaré qu'elle n'avait jamais été certaine de ses origines et qu'elle ne l'était toujours pas. Néanmoins, elle a retiré toute référence à ses origines autochtones sur son site web officiel et elle dit l'avoir fait en réaction à des messages d'intimidation qu'elle et ses supporters recevaient. J'espère que vous avez apprécié notre reportage de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête.